Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Masterclass de CCI International PACA. Nous avons abordé aujourd'hui la question des contrats à l'international et je reçois Patricia Daou. Bonjour Patricia. Bonjour Régis. Vous êtes conseillère en développement international pour CCI International PACA et vous avez dans vos domaines d'expertise notamment le juridique, le réglementaire et la logistique. Alors aujourd'hui c'est le premier épisode de cette série consacrée aux contrats. Et vous avez, ça m'a un peu surpris, intitulé cet épisode « Comment je prépare mon contrat de vente internationale de biens simples ». Alors, le mot qui m'a étonné, c'est la notion de bien simple. Il y a donc des biens complexes. Il y a effectivement des biens complexes lorsqu'on y introduit de la transformation pour compte du client ou qu'on y incorpore également des services. Donc j'ai exclu de ce module les biens complexes parce que ça nécessite une analyse beaucoup plus longue de ce qui pourrait être fait. Là, je reste sur des biens simples. Alors les biens simples, ça peut être quoi? Ça peut être de la cosmétique, ça peut être du prêt-à-porter, ça peut être de vente de tuyaux industriels. Dans la mesure où on ne les transforme pas, où on n'y met pas dedans des contrats d'entreprise. D'accord. Alors, la préparation du contrat, il y a bien entendu plein d'éléments très précis et un peu administratifs, financiers et autres, mais il y a toujours des questions à se poser d'ordre stratégique. On est obligé de prendre un peu de recul, même quand on élabore un contrat, il faut se reposer un certain nombre de questions. Lesquelles? Alors déjà, une des premières questions, c'est d'analyser les enjeux de l'affaire. Parce qu'on parle de contrat, cela sous-entend quand même qu'on a vu qu'on est sur l'angle, enfin on va attaquer le contrat sous l'angle de la négociation, mais qu'avant de négocier, on va d'abord savoir ce qu'on est capable de négocier. Donc il faut établir son cahier des charges sur ce qui peut être dit, non dit, ce qui peut être refusé, et sur la marge de manœuvre dans la négociation, c'est ce qui est le plus important, c'est de savoir avec qui on va travailler. Donc les risques. Donc, analyser les risques, sur quels risques, d'abord quels sont les risques, mais également sur qui vont peser ces risques. Est-ce que ce sont des risques qui vont être partagés et comment on va les partager? La négociation est là pour développer cette partie. Donc, il faut déjà aller à la négociation avec ce cahier des charges et ne pas se faire prendre de façon impromptue sur des questions qu'on n'a pas travaillées. Alors, il y a notamment une question importante. C'est celle de la dimension interculturelle de la négociation. Évidemment, parce que la négociation ne sera pas la même suivant qu'on se situe avec un client ou un fournisseur chinois, voire un client qui serait dans d'autres pays. Donc on n'a pas la même relation au temps, on n'a pas la même relation sur les notions que nous avons sur le juridique, ne serait-ce qu'on a des droits jurisprudentiels, on a des droits qui peuvent être du législateur, on a des droits tribaux, on a des droits d'autres pays qu'il faut déjà anticiper. Est-ce que ces dimensions, ces spécificités sont susceptibles de se retrouver dans la rédaction même d'un contrat? Bien évidemment. Donc, le principe, c'est qu'il vaut mieux que le fournisseur propose le contrat et non pas l'acheteur. Maintenant, on a un acheteur, on est dans une question d'équilibre des forces aussi, puisqu'il faut que le contrat soit gagnant-gagnant, mais des fois, suivant avec qui on doit travailler, on accepte bien les conditions qu'on nous impose. Alors plus précisément, donc, il y a un certain nombre d'aspects administratifs incontournables de ces contrats. Voilà. Alors avant toute chose, je voudrais revenir sur l'idée de je prépare mon contrat, parce qu'il n'appartient pas. Oui. En principe, ce n'est pas le métier du dirigeant, sauf s'il est juriste, de rédiger un contrat. Donc on fait une préparation de contrat, d'où cette fameuse cahier des charges. Et puis on s'intéresse de très près à son client ou à son fournisseur. Donc on va faire une recherche de notoriété préalablement à ça. Parce que si vous êtes un fournisseur français et que vous recevez sur votre site internet une commande qui est pour vous la commande du siècle, il y a à se poser un certain nombre de questions sur est-ce que cette commande est réelle? Est-ce que ce n'est pas un faux? Donc ça, c'est très important de savoir à qui on a affaire, parce que si vous êtes fournisseur, il faudra bien vous faire payer. Donc pour se faire payer, il faudra déjà vérifier que la personne en question a bien la capacité à vous payer. D'accord. Alors les aspects administratifs maintenant. Alors sur les aspects administratifs, bien sûr, je reviens encore sur les renseignements de notoriété, ça c'est important. On retrouve le banquier, que je mets toujours en avant, parce que dès qu'on a un contrat, même au niveau de la négociation, il faut que le banquier soit présent. Oui. Parce que suivant la durée du contrat, les risques en question, on aura besoin de savoir si on peut bénéficier d'une ligne de crédit.
Là, je rentre peut-être dans les ventes de produits complexes, pas forcément des produits simples. Mais il faut associer le banquier de toute façon, parce que tous les pays ne sont pas de la même manière, la devise n'est pas la même, le transfert des paiements ne sera pas le même. Alors, le libellé de l'objet du contrat, vous insistez aussi là-dessus. Alors, le libellé du... Oui, bien évidemment, parce que si on dit simplement que vous vendez des chaussures sans préciser la dénomination précise de ce que c'est, le cuir, pas en cuir, c'est en tissu, on va se trouver avec des difficultés quand vous allez devoir passer la douane, parce que le douanier, lui, va vouloir mettre en place, va vous taxer, enfin, en tout cas à l'importation, va taxer en fonction de la nomenclature douanière du produit, mais s'il n'y a pas de dénomination précise, bah, il va peut-être taxer de façon un peu arbitraire. Donc il faut vraiment préciser de quoi on parle, quel est l'objet du contrat, les conditions de livraison, la garantie que le vendeur va pouvoir offrir à son acheteur. Est-ce que c'est une garantie qui dure 2 ans, 3 ans? Est-ce que c'est une garantie qui est sur 6 mois? Enfin, il y a beaucoup de questions à poser. Les conditions de paiement, puisque c'est le nerf de la guerre aussi, vendre c'est bien, mais se faire payer c'est encore mieux. Et puis, bien évidemment, en cas de conflit, comment on va gérer ces conflits? On verra après comment on peut anticiper la question des litiges, etc. Alors, vous avez parlé là à l'instant de livraison, ce qui m'amène à évoquer la question de la logistique, du transport. Et donc là, il y a les fameuses règles Incoterms qu'il faut prendre en considération et qu'il faut savoir maîtriser aussi. Oui, parce que les règles Incoterms ICC, je le dis en anglais, Ouais. pour ne pas confondre avec nous, mais ce sont des règles qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2011, elles sont la référence 2010, mais il faut savoir que pas dans tous les pays on utilise ces règles Incoterms. Par exemple, les pays qui... Les Américains Ouais. ont des règles qui sont différentes des nôtres, bien qu'ils viennent d'adhérer aux règles Incoterms ICC 2010. Il y a encore la pratique qui peut faire qu'on utilise les anciens Incoterms, un FOB qui pourrait dire un ex-works ou qui pourrait être un DDP. Donc c'est quand même très important de déterminer la référence des conditions de livraison au contrat, puisque l'Incoterm, c'est la référence de la livraison, mais au contrat de vente, et qui vont avoir un impact, bien sûr, sur les documents d'accompagnement, sur le mode de transport, sur tout ce qui va être les obligations des parties, le transfert des risques, la répartition des frais. D'accord. Donc ce sont des sigles de 3 lettres qui sont très importants et qu'on ne peut pas utiliser sans les connaître. D'accord. Alors, on peut, Oui, peut avoir des pays où on utilise des anciens Incoterms. Oui. Donc, par exemple, j'ai eu à traiter d'un cas avec la Jordanie où on parlait d'Incoterms C and F. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc nous on le sait parce que ça veut dire coût et fret, mais on a vu aussi le cas où c'était marqué C and N. Qu'est-ce que ça veut dire C and N? Donc face à un litige avec le client et qu'on se retrouve devant le juge il sera bien content, ou en tout cas l'avocat qui défendra la partie sera bien content d'avoir des éléments importants. D'accord. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vendre c'est bien et être payé c'est encore mieux. Donc il faut aussi faire figurer les conditions de paiement à l'international dans un contrat à l'international. Oui, les conditions de paiement vont par 4. Oui. Donc on peut parler de sécurisation de paiement, mais là c'est mon expérience qui parle lorsque je vais en entreprise et que je vois les factures qui sont faites, voire même les proformas, il n'y a rien de marqué, ou peu d'informations sont précisées. 4 points, c'est le simple. Quel moyen de paiement? Donc quel support de paiement, quelle monnaie de paiement, quel lieu de paiement et à quelle date. Voilà. Si tous les contrats peuvent prévoir, ou même une proforma, peuvent prévoir ces 4 conditions, on est content. Donc simple, pourtant. Ça paraît simple. Je vais être payé par virement international SWIFT irrévocable, moyen de paiement. Je veux être payé en euros, parfait. Mais si je suis avec un Brésilien, il va vouloir peut-être me payer en dollars américains ou en réal. Donc, quelle est la monnaie de paiement? Et c'est important de le spécifier. Lieu de paiement, il vaut mieux être payé en France que de se faire payer dans un pays dit exotique. Oui. Et puis, à quelle date? On ne dit pas en période. À quelle date? Date de facture, date de livraison. Ce sont ces points cruciaux dans un contrat à mettre en place, entre autres. Très bien. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on prépare le contrat, on définit les principaux termes. On donc ne rédige pas, mais on s'appuie sur quelqu'un pour le rédiger. Et puis, dans la préparation du contrat, on envisage aussi les cas qui, forcément, un jour peuvent se présenter, des litiges
et on va dire qu'on sécurise tout ce qui peut être lié au contentieux. Alors comment fait-on et sur quel dispositif on peut s'appuyer pour anticiper? Alors, ce que je disais tout à l'heure en préalable, Oui. c'est qu'on s'interroge sur les enjeux de l'affaire. Mmh. Il est clair que si on est juste sur une vente simple avec des petits montants, on va voir quelles sont les clauses à intégrer. Celles qui sont les plus fréquentes sont celles qui touchent aux juridictions étatiques. Oui. Mais ce n'est pas parce que, imaginons que vous travaillez avec votre fournisseur est un Chinois, les tribunaux étatiques, en cas de non-paiement par exemple, vous seriez devant les juges étatiques chinois. Est-ce que ça a un intérêt d'aller en Chine pour ça? D'autant plus que, par exemple, le mode de travail des Chinois dans le cadre des litiges, c'est plutôt passer par de la médiation, de la conciliation. D'accord. Si on travaille avec un Américain, on passera plutôt par la voie de l'arbitrage. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? Comment on qu'est-ce que c'est rédige ça? exactement? Vous pouvez nous donner une définition de la médiation et de l'arbitrage? Quelles sont les grandes différences? Alors, pour moi, la médiation ou la conciliation, je vais prendre, parce que je suis une femme, je vais dire que c'est comme si on accouche d'un nouveau contrat, Oui. qu'on accouche d'une solution. D'accord. Donc, le médiateur va faire en sorte de mettre les deux parties en phase et de dire, si lui, il accepte de faire quelque chose, vous êtes prêt à faire quoi? Oui. Et donc, le médiateur va permettre de faire accoucher D'accord. d'une nouvelle solution. Oui. Et à ce moment-là, la solution qui va être trouvée, du fait que les parties se sont accordées, il y a de grandes chances qu'on va aller jusqu'au bout. D'accord. Et l'arbitrage, c'est en l'état? L'arbitrage, non. D'abord, Oui. l'arbitrage, il faut mettre en place une clause compromissoire, c'est-à-dire Oui. qu'il faut la mettre déjà avant le contrat. D'accord. L'arbitrage va permettre de faire juger, alors le mot juger n'est pas vraiment le terme, mais enfin de faire analyser Évaluer. le contentieux par des arbitres. Donc il faut bien penser que l'arbitre, ce n'est pas votre avocat. D'accord. Donc ce sont des arbitres qui vont être nommés. Donc il y a des clauses particulières, des cours d'arbitrage, des tribunaux d'université. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que c'est quand même très long. Mais l'arbitrage va permettre de juger rapidement une question particulière ou un contentieux, mais ça nécessitera une fois, et d'ailleurs c'est pareil pour les juridictions étatiques d'ailleurs, une fois que la sentence a été rendue ou que le jugement a été rendu, il va falloir ou moins mettre en place des procédures d'exéquatur dans le pays étranger. D'accord. Alors vous insistez aussi sur ce que vous appelez l'influence des réseaux consulaires. Alors, quel rôle peuvent jouer les réseaux consulaires dans ces opérations? Alors le réseau consulaire n'est pas ni un avocat, ni un arbitre, Ah non, oui. mais il peut avoir une influence sur un litige. Alors, ce n'est pas la chambre de commerce du pays en question qui va pouvoir juger ou amener devant un tribunal. C'est simplement que nous avons la possibilité, et nous l'avons jugé, nous l'avons eu en tant qu'exemple. J'ai travaillé avec le Burkina, et mon collègue du Burkina Faso m'a appelé un jour en disant, tiens, il y a une entreprise française qui a vendu du matériel informatique, qui a encaissé de l'entreprise burkinabé, mais n'a toujours pas envoyé la marchandise. Depuis, ça devait faire à peu près 1 an, que le Burkinabé appelait l'entreprise française, qui raccrochait, en se moquant un petit peu, et mon collègue me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? J'appelle l'entreprise en question, je dis, voilà, je viens juste m'informer de ce qui peut se passer, pourquoi vous n'avez pas livré cette marchandise, vous avez encaissé. Bien évidemment, ça n'a pas plu aux dirigeants, qu'à cela ne tienne. J'ai appelé ensuite un avocat. L'avocat a géré ça pour le franc symbolique. D'accord. Donc on peut avoir une influence. Un deuxième exemple, on est dans le secteur informatique. Là, cette fois-ci, c'est le milieu informatique qui a géré l'affaire. Donc pareil, une marchandise qui a été vendue au Burkina, parce que ça s'est passé beaucoup sur le Burkina, mais il y a eu d'autres pays aussi, je pense à la Turquie. Mais sur le Burkina, à nouveau, donc mon collègue du Burkina nous a appelés en disant, regarde, la marchandise qui a été vendue est obsolète. Ok, pas de problème, donc on a appelé l'entreprise, il a pris le haut, pas question. On a appelé la filière, la tête de pont de la filière, qui a appelé à la rescousse d'autres entreprises du secteur et qui a dit à ce dirigeant, tu es en train de nous faire une très mauvaise réputation à l'étranger, trouve une solution. D'accord. Donc en fait, dans le règlement des litiges, il y a aussi un volet réseautage. Voilà, c'est du réseautage et il ne faut pas le négliger parce qu'on a quand même ces réseaux qui fonctionnent à l'étranger. On ne pourra pas aller bien loin, mais ça peut faire mal quand même de savoir que
sur la notoriété, cette entreprise se comporte mal. C'est de l'influence. C'est de l'influence, D'accord. tout à fait. Alors on va conclure sur un point important qui est ce fameux avocat là, dont on parle depuis tout à l'heure. Donc tout le monde ne peut pas tout faire. CCI International PACA n'est pas un opérateur qui rédige, qui intervient en direct, mais simplement prépare les éléments autour. Absolument. Donc qu'est-ce que fait l'avocat et qu'est-ce que le chef d'entreprise doit voir, vérifier avec son avocat d'affaires? Alors déjà, c'est la rédaction, mais Oui. l'avocat, il a beaucoup de clients, donc il faut que le dirigeant ait fait son cahier des charges. D'accord. Une fois qu'il sait exactement ce qu'il peut demander à l'avocat, l'avocat fera le reste. Oui. Donc il y a des clauses économiques, des clauses financières, des clauses juridiques. L'avocat sait manier tout ça. Mhm. Donc il va rédiger un contrat qui correspond aux besoins de son client. D'accord. Ce qu'on peut dire pour le dirigeant, c'est qu'il doit collaborer. Et ce n'est pas parce qu'il a un stock, il a vendu son stock, ça y est, ouf, tranquille, il s'est libéré. Ben non, il faut qu'il collabore avant, il faut qu'il collabore pendant la réalisation du contrat, mais également après, parce que c'est le seul moyen de pérenniser un client et de le fidéliser. Mhm. D'accord. Donc le contrat, on va dire, c'est une préparation, mais c'est aussi une anticipation sur la relation commerciale Futur. future. Et comment on va fidéliser après le contrat. Très bien. Patricia, merci beaucoup pour ces éclairages et ces expertises. C'était donc une édition, un épisode, le premier, consacré au contrat à l'international. Et aujourd'hui, on parlait de la sécurisation de la vente des biens simples. À bientôt. Merci beaucoup, Patricia. Merci. Et à bientôt pour une prochaine édition de Masterclass. Merci.